On va enchaîner sur notre troisième table ronde. On va parler décarbonation, même si on a déjà un peu, on va dire, effleuré le sujet. C'est vrai que tout le monde en parle aujourd'hui. Le secteur de la chimie, évidemment, il en fait partie. Il faut savoir que ce secteur est très émetteur de CO2. Il a déjà réduit de 65%, écoutez bien, 65% ses émissions de CO2 depuis 1990. Et il a pour objectif d'arriver à faire encore mieux, à faire encore plus d'ici 2030, encore entre 41 à 49%. Pour en parler, j'ai le plaisir d'appeler sur scène Thomas Courbe, il est directeur général de la Direction générale des entreprises, Frédéric Fournet, qui est vice-président de France Chimie et président de Alsa Chimie, également Bruno Millienne, député des Yvelines, vice-président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Merci de les applaudir. Alors, comme vous en avez maintenant, on va dire quasiment l'habitude, on est allé à la rencontre donc de parlementaires. On va les écouter sur ce dernier sujet, sujet donc de la décarbonation. Un point qui est essentiel, c'est de ne pas avoir l'industrie honteuse, bien au contraire, parce que si nous voulons répondre aux enjeux du développement durable, eh bien, nous devons faire confiance en l'industrie. La chimie, vous la retrouvez à peu près partout. En matière de nucléaire, vous trouvez de la chimie. Je suis très engagé sur les sujets de transport, notamment d'électrification des modes de déplacement. Il y a de la chimie. Quels que soient les enjeux industriels, il y a de la chimie. Et donc ça, il faut être en capacité de le partager et être fier d'avoir une excellence en matière de chimie sur notre territoire national. Il n'y aura pas de décarbonation sans réindustrialisation de notre pays. Et le rôle de la chimie est fondamental, à la fois en termes de souveraineté par rapport à ce qui est produit aujourd'hui à l'étranger, mais aussi en matière de décarbonation, parce que nous avons des dispositifs industriels très innovants qui nous permettent de produire de manière plus propre dans une empreinte carbone qui est globale et non pas nationale et que nous devons réétudier à l'aune de cette nouvelle industrie. Dans le cadre du rapport parlementaire que j'ai remis sur le suivi de l'accord de Paris et de la COP 21, nous avons souligné ensemble avec ma collègue Laurence Delgrière l'importance de la planification pour donner de la visibilité aux acteurs économiques. Cette planification, elle est de deux ordres, les objectifs nationaux, mais qui se déclinent avec des financements annuels dans un cadre pluriannuel, mais également en matière de subsidiarité, comment les services de l'État au niveau local arrivent à accompagner les industriels vers la décarbonation. Et il ne suffit pas de mettre dans la loi, ici au Palais Bourbon, des objectifs très ambitieux, si on ne dit pas ensuite aux acteurs économiques locaux et notamment industriels comment on va les accompagner et quels sont concrètement les efforts ou en tout cas les gains de compétitivité environnementaux qu'ils peuvent faire pour décarboner à la fois leur industrie et notre pays. Il faut bâtir l'avenir de notre industrie en lien avec les collectivités territoriales. Elles ont un rôle essentiel, notamment sur des sujets liés aux infrastructures de transport, mais aussi sur des sujets de formation. Les régions ont un rôle essentiel sur le plan économique, mais aussi sur le développement de formations adaptées aux enjeux de territoire. Les collectivités, elles ont un rôle majeur, je le sais en tant qu'élu de la Loire, élu de Roanne, un territoire qui s'était désindustrialisé et qui se réindustrialise aujourd'hui, non seulement grâce à des dispositifs nationaux, mais aussi locaux. Évidemment, en matière d'urbanisme, c'est les élus locaux qui ont en main ce crayon de l'urbanisme et de leur choix en termes d'artificialisation et de zones économiques dédiées à la réindustrialisation. Et donc les élus ont ce rôle-là à la fois d'assurer en matière d'urbanisme un cadre cohérent et également d'offrir les conditions économiques, démographiques nécessaires au développement de l'emploi industriel. Voilà, alors on va regarder quels sont finalement donc les grands chantiers qu'il faut engager, les freins à lever pour déployer donc cette stratégie nationale bas carbone. On va démarrer avec vous, Thomas Courbe, puisque on le sait, depuis 1990, les émissions de la France ont énormément baissé. L'industrie a joué d'ailleurs un rôle central. Et maintenant, il faut avoir des nouvelles ambitions, et ces nouvelles ambitions, elles sont exprimées notamment donc pour l'industrie à 2030. D'après vous, donc, la nouvelle méthode adoptée par le gouvernement, est-ce qu'elle va assez loin justement pour sécuriser ces objectifs ? Oui, je pense. Bonjour, bonjour à tous. Vous l'avez dit, en fait, d'abord, notre premier objectif, c'est de décarboner d'une manière qui soit compatible avec la réindustrialisation. On poursuit vraiment les deux objectifs de manière parallèle et je crois qu'on est en train de montrer que c'est compatible. Et on a eu une première phase
Vous avez rappelé le chiffre de moins 65% depuis 1990, où on a eu une réduction spontanée des émissions qui était liée à des investissements qui étaient spontanément rentables. Et donc, soit parce qu'ils étaient efficaces, soit parce que des signaux de marché, ETS ou C2E, déclenchaient les investissements. Et nous, notre enjeu avec vous, c'est de faire la partie de la réduction des émissions dans notre cible qui n'est pas rentable et qui nécessite en particulier des financements et une planification. Sur les financements, on a commencé à les apporter dans le cadre de France Relance. On a fait un certain nombre de projets dans la chimie, plus d'une vingtaine de projets dans la chimie qui ont permis de réduire de 3% définitivement les émissions du secteur, 600 000 tonnes, sachant que la chimie, c'est 20% à peu près des émissions totales de l'industrie. Et on veut continuer, et le président de la République nous a fixé une nouvelle ambition encore plus importante pour les prochaines années, qui est de passer de 6% de réduction sur les 6 dernières années, dans lesquelles on n'a pas encore les effets des financements qu'on a commencé à mobiliser, à, pour les 5 prochaines années, 25%. Donc une très forte augmentation. Ça sera le résultat donc, de ces projets qu'on a engagés déjà dans le cadre de France Relance, et puis de tout ce que nous allons faire dans les prochains mois, les prochaines années, avec des nouveaux dispositifs de financement, notamment dans le cadre de France 2030, et une méthode qui est une méthode partenariale. Et je voudrais particulièrement remercier l'ensemble de la filière de la chimie, l'ensemble à la fois de ceux qui pilotent cette filière et puis de toutes les entreprises qui se sont engagées dans cette démarche partenariale dans laquelle, vous l'avez dit, on a pu aboutir à finalement une feuille de route de la filière à entre 41 et 49% de réduction qui nous permet de planifier, d'identifier les besoins et ensuite de mobiliser les bons outils de financement associés à ces besoins. Et on a des outils de financement qui couvrent, de notre point de vue, à peu près tous les besoins. La chaleur biomasse, qui est évidemment dans la chimie une solution très, très importante. Toute la décarbonation des projets industriels. On a deux processus en cours d'appel à projet Décarbine Plus, dont la prochaine relève est le 7 mars et dans lesquels on a commencer à financer des projets où on travaille sur les procédés et pour réduire les émissions. Et puis on discute actuellement avec la Commission européenne pour mettre en place un nouveau dispositif dans le cadre des lignes directrices européennes sur l'énergie qui va permettre en particulier de traiter les principaux sites, puisqu'on a eu cette démarche aussi sur les 50 sites industriels les plus émetteurs. Et donc on aura, je pense, une palette assez complète. On a travaillé aussi sur les CSR, qui sont aussi un sujet pour l'industrie chimique. On a 19 projets, une vingtaine de projets de CSR en cours. Et donc on a une palette de financement qui doit permettre de faire cette accélération très forte de moins 6 à moins 25% dans les 5 prochaines années de la décarbonation. Alors Frédéric Fournet, donc, on le disait à l'instant, donc on travaille sur ces 50 sites les plus émetteurs. Hein. La chimie, c'est 16 de ces 50 sites. Il y a encore 25% des émissions de l'industrie. Alors beaucoup de progrès ont été faits, hein. Donc on l'a déjà dit, grâce au plan de relance, il y a les contrats de transition écologique, il y a également donc, une trajectoire qui a été publiée. Qu'est-ce qu'il faut donc faire encore maintenant? Quels leviers sont, d'après vous, à mettre en place pour aller vers cette réduction donc, de 2030? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre question. Je vais y répondre, bien entendu. Mais je voudrais peut-être au préalable rappeler ces chiffres, parce qu'ils sont quand même assez impressionnants. Et je pense que la filière chimie, on est plutôt fiers de ce résultat. Oui, il y a vraiment cette trajectoire. Des progrès qui ont été faits, quoi. Une belle trajectoire déjà réalisée, quoi. Oui, juste un chiffre peut-être à se rappeler. Donc, dans notre scénario ambitieux, entre 2015 et 2030, on prévoit effectivement une baisse de 49, soit, pour ainsi dire, une baisse de moitié de nos émissions de CO2. Et si on se réfère à l'année 1990, on aura divisé par 5 nos émissions de CO2 en 40 ans. Voilà, on sera passé globalement divisé par 5, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Alors, quels sont les leviers? Alors, je vais évoquer les leviers à horizon 2030. Bien entendu, notre feuille de route, elle ne s'arrête pas là, elle va au-delà, jusqu'à 2050. Mais déjà, intéressons-nous, faisons un focus sur aujourd'hui, d'aujourd'hui à 2030. En fait, on peut classer les leviers de la façon suivante. Le premier levier, c'est intéressant, c'est l'efficacité énergétique, l'intégration énergétique. Comme le disait monsieur le député Fugit, la défossilisation, alors bon, je reprends ce terme, voilà, le meilleur CO2, c'est celui qu'on ne consomme pas en énergie fossile et donc qu'on n'émet pas forcément. Et c'est notre premier gisement, environ encore 30% entre aujourd'hui et 2030. Ça correspond à 30% de la somme de nos leviers.
Un petit focus sur l'intégration énergétique. Vous savez que la chimie, c'est un cycle de chaud-froid, on réchauffe, on refroidit, on réchauffe, on refroidit. On peut le faire en utilisant de l'énergie primaire, vapeur et eau, pour faire simple. J'espère qu'on aura peut-être le temps de parler un petit peu du management de l'eau également. Voilà, on peut intégrer, c'est-à-dire finalement utiliser les sources chaudes pour effectivement réchauffer nos fluides et à l'inverse pour les sources froides. Donc ça veut dire effectivement que cette intégration énergétique, c'est un facteur de progrès considérable. On peut le faire de façon très simple, pardon d'être un peu technique, à ISO, je dirais, à ISO température, mais si on a des décalages de température, on peut utiliser bien sûr les compresseurs, les pompes à chaleur, et donc le lien avec l'électrification des procédés. Donc ça fait un tiers. Je rajoute, en termes d'électrification, l'utilisation d'hydrogène bas carbone, entre 60 000 et 120 000 tonnes d'hydrogène d'ici 2030. C'est pas rien. 120 000 tonnes en puissance, c'est 800 MW électriques. 800 MW électriques, c'est un demi-EPR, voilà, pour vous fixer un ordre de grandeur. Donc la filière prévoit entre 8 et 12 TWh de besoins électriques supplémentaires. Donc ça, c'est le premier levier. Efficacité, intégration énergétique. C'est l'énergie qu'on ne consomme pas et c'est très bien. Et c'est plutôt un très bon résultat de se dire qu'on a encore ces leviers à enclencher. Le deuxième levier, c'est le mix énergétique. On a beaucoup évoqué l'aspect biomasse et CSR, vous l'avez évoqué, M. Courbe. Bien évidemment, ça va être un levier important pour environ 25% de nos besoins. C'est pas rien en termes d'engagement. Je voudrais juste vous donner un chiffre, qui aujourd'hui n'est plus secret, une chaudière gaz naturel de dernière génération d'environ 100 MW, pour imaginer de puissance, c'est autour de 20 millions d'euros. Voilà. L'équivalent de chaudière biomasse ou CSR, c'est plus de 100 millions d'euros, x 5. Donc ça vous donne une idée des investissements que vont faire les chimistes, entre 4 et 6 milliards d'euros au total d'ici 2030. Et forcément, voilà, mettez-vous à la place d'un industriel. Entre investir 20 ou 100 millions, il faut qu'il s'y retrouve. Et donc, effectivement, il faut des mécanismes de soutien et d'aide importants. Je résume rapidement les autres leviers. Bien sûr, la capture carbone qui vient juste après, 12%. C'est pas grand-chose dans notre première... Enfin, ça vient en numéro 3 dans notre feuille de route, mais c'est en revanche ce qu'on peut accélérer pour atteindre les moins 50%, donc divisé par 5 par rapport aux années 90. Voilà. Donc c'est important aussi de bien noter que la capture carbone, c'est à la fois un gisement prégnant et d'un autre côté également une possibilité d'accélérer. Et le dernier point, c'est les autres gaz que le CO2 a au pouvoir émissible. Bon, on pense bien sûr au gaz fluoré, protoxyde d'azote, bien connu, le N2O dans toute l'activité ammoniaque et nitrique. Voilà, on a encore des progrès à faire pour environ 10%. Donc voilà très schématiquement notre feuille de route. Je rajoute qu'il y a un formidable coup de booster qui a été donné par France Relance. Vous citiez effectivement les 20 gros projets, mais au total, France Relance aura bénéficié aux industries de la chimie pour environ 70 à 75 projets. Donc c'est tout à fait notable. Mais vous voyez, bon, beaucoup d'ambition, mais beaucoup de challenges à relever. On y reviendra sans doute. Effectivement. Bruno Millienne, alors vous êtes député, vice-président de la commission développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous avez participé aux travaux de préparation de la stratégie française énergie-climat. Et c'est vrai qu'il y a 6 conditions qui ont été mises en place pour accélérer cette décarbonation, garantir notre sécurité d'approvisionnement. Alors est-ce que vous pouvez revenir justement sur ces conditions ? Bon, d'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité, vous saluer tous. Oui, on a participé effectivement à l'élaboration de la stratégie énergie-climat. On a des choses qu'on connaît, des choses qui sont sûres. On sait à peu près dire combien de mégawatts on va pouvoir produire sur certaines énergies renouvelables. On sait à peu près ce qu'on peut faire sur le photovoltaïque, on sait ce qu'on peut faire sur l'éolien, qu'il soit terrestre ou offshore. On sait ce qu'on peut faire à peu près sur l'énergie nucléaire, parce que là, je vais faire juste une toute petite incise. Il y a encore pas longtemps, il y avait le World Nuclear Exhibition à Paris, on y est allé, et les possibilités de développement sur le petit nucléaire sont terribles, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas en mesurer exactement ce que ça va nous apporter comme ressources énergétiques supplémentaires. Les travaux sont en cours et ils sont encourageants. On va voir avec l'ASN, effectivement, qui va valider ou pas les projets, mais ça, pour les industriels, si ça marche, c'est un apport en énergie
incroyables, notamment pour la production d'hydrogène. Ça, on ne sait pas le mesurer et le mettre dans la planification écologique pour l'instant, parce que si l'innovation va très vite, et même peut-être plus vite que ce qu'on peut légiférer nous, et c'est pas un mal, et ça va amener un coup de booster fantastique. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut réaliser sur le territoire qui n'est pas forcément mesurable non plus. On a un gros problème, vous le savez, sur la répartition de la biomasse, à qui on la destine, pourquoi, comment, qui on priorise, quelle capacité de production de biomasse on a. Moi, j'ai été alerté il n'y a pas très longtemps sur la pyro-gazéification in situ, qui peut être une solution pour les entreprises. C'est-à-dire que là, vous évitez une étape, désolé de faire un peu de technique, mais vous allez éviter une étape supplémentaire qui est de l'injection de gaz vert dans les réseaux, qui est la méthanation, parce que vous allez l'utiliser en circuit fermé sur un site industriel. Donc il y a tout ça qui est en jeu. Moi, je suis d'abord complètement optimiste sur la possibilité d'atteindre les objectifs, notamment au niveau industriel et notamment dans le secteur de la chimie, parce que les innovations vont à une vitesse considérable et c'est tant mieux, tout le monde s'est réveillé. Et ça me rappelle juste, si je peux faire une autre petite incise, ça me rappelle juste ce qu'on entend dans l'hémicycle en permanence en disant vous soutenez l'industrie, vous soutenez les industriels, entre autres ceux de la chimie, mais pas que, vous n'avez jamais de conditionnalité. Mais on n'a pas besoin de conditionnalité, je suis désolé, les résultats sont là. D'abord, l'industrie, ce n'est pas la plus grosse émettrice de CO2 en France. Loin s'en faut, on doit être entre 17 et 19%. Si je ne dis pas de bêtises, le logement est largement au-dessus. Et les industriels le savent très bien. Pour perdurer, pour performer, pour être compétitifs, demain, dans ce monde qui change, ils ont déjà entrepris la mue. Nous, notre boulot, c'est de les accompagner en les écoutant le mieux possible pour essayer d'être le plus efficace possible et de réussir cette transformation le plus rapidement possible. Donc, l'efficacité, vous en avez parlé, Monsieur Fournier, vous avez raison, l'efficacité énergique est un point clé parce qu'on ne peut pas continuer à gaspiller l'énergie comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Mais ça, on n'a pas besoin, nous, l'État, de le dire aux industriels. Ils le savent, ils se sont déjà pris en main. La sobriété énergétique aussi va être un point clé. Parce que d'ici à 2030, vous me dites, hein, Thomas, si je me trompe, parce que je commence à être vieux, donc je peux être atteint d'Alzheimer. La production de 350 TWh supplémentaires implique aussi l'économie de 350 TWh. Bon, bah, cette économie, on va la chercher où? On va la chercher sur la sobriété, on va la chercher sur l'efficacité énergétique. Et ce qui est important aujourd'hui, ça a été signalé sur la précédente table ronde, et Alexandre est là, je sais, il est dans mon dos. L'écoute des industriels est capitale, et je pense qu'on a pris le bon chemin de l'écoute des industriels. On commence à travailler main dans la main. La preuve, les fameux 50 sites les plus émetteurs de CO2, ce plan qui a été mis en place par le gouvernement. On va continuer, il y a d'autres outils qui vont venir. On attend la fin des travaux de Charles Rodwell avec impatience pour voir ce que ça va pouvoir amener aux industriels. Merci. Du coup, vous faites une bonne transition pour me tourner à nouveau vers Frédéric Fournier pour vous demander, justement, alors, on travaille la main dans la main. Quelles sont vos attentes, vous, justement, vis-à-vis des pouvoirs publics? Parce que vous avez récemment signé un contrat de transition écologique pour votre site de Chalampé. Vous êtes engagé dans un projet important qui réunit de nombreux industriels autour d'une ambition commune. Donc, qu'est-ce que vous attendez maintenant? Quels sont les nouveaux défis que vous devez relever? Et comment les pouvoirs publics vont vous y aider, justement? Oui, merci. Oui, vous l'avez dit, effectivement, on s'est engagé dans une démarche effectivement de ZIBAC, pardon pour l'acronyme, Zone industrielle bas carbone. Je vais effectivement pouvoir faire un focus sur qu'est-ce qui se passe dans le Grand Est, mais je voudrais quand même rappeler que France Chimie est présente dans 8 ZIBAC qui sont aujourd'hui effectivement en place, en service et qui fonctionnent. Donc ce que je vais dire là pourrait être répété dans chacune de nos belles régions, bien évidemment. En ce qui nous concerne, on est dans la dernière relève de l'appel à projet pour la fin de l'année. On espère effectivement que nous serons éligibles. C'est un message que je passe. Donc voilà, bien entendu, j'en profite pour faire la promotion du programme. C'est à ça que ça sert aussi, hein, ce genre de réunion. Exactement. Voilà, et c'est important que les autres ZIBAC soient éligibles aussi parce que c'est un formidable coup de booster hein, et ça permettra effectivement de remplir cette trajectoire qui est ambitieuse. Voilà. Alors, quels sont les défis? Le premier défi, et je le dis, je voulais commencer par ça, le premier défi, il est pour nous, les industriels de la chimie. Effectivement, lorsqu'on crée une ZIBAC ou lorsqu'on crée une association ou quelque chose, qu'on se met ensemble, qu'on veut coopérer, il faut que les industriels coopèrent ensemble à partir d'aujourd'hui pour les 20 années qui viennent. Donc ça, c'est vraiment important.
Ce n'est pas forcément facile, il y a parfois des compétitions entre les industriels, mais sur ces sujets-là, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on trouve les conditions, en tout cas nous c'est ce qu'on a fait, qui permettent effectivement de travailler ensemble. Alors pourquoi? Tout simplement mutualiser les ressources, mutualiser les compétences, foisonner les gains, foisonner les synergies, et puis mettre une démarche de circularité entre nos sites. Alors nous, on a créé cette association qui s'appelle COB 30. COB, ce sont les initiales de chacun des 3 villages sur lesquels le foncier de cette zone industrielle est implanté. Il s'appelle comment les villages? Alors, Chalampé, Ottmarsheim, Banzenheim, bienvenue en Alsace. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Donc ça, c'est notre premier défi, travailler ensemble. C'est important. Et puis, ça donne confiance à nos autorités de tutelle de voir que les industriels se mettent ensemble pour faire des synergies, pour optimiser, voilà, tout ce qu'on peut optimiser. Le deuxième défi qui est important, bien sûr, il est pour nos autorités, bien évidemment. Alors, il y en a, je pense que je vais malheureusement un petit peu paraphraser tous les intervenants parce que, à force de donner des chiffres et des messages, je pense que tout a été dit déjà. Je vais le résumer rapidement. Le premier défi, je pense, c'est un mécanisme de protection en place, parce que dans la plupart des cas, il s'agit d'activités qui sont des activités qui sont soumises à une compétition mondiale féroce. C'est une réalité. Et donc, cette phase de transition, où on a des nouveaux investissements à faire, elle est importante. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, je vais paraphraser François Gabard, qui avait gagné le Vendée Globe il y a une dizaine d'années. Il disait l'important en voile, c'est d'être toujours bien placé pour attraper le bon vent. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes vents selon les endroits du monde dans lesquels on est, mais demain, ça sera la même chose. Encore faut-il que demain, on soit là et bien positionné. Et donc, cette phase de transition, elle est vraiment importante. Donc, mécanisme de protection efficace. Alors, il existe des mécanismes d'aide, ils ont été cités, ils sont actifs, ils sont activés. Néanmoins, j'y vois quelques opportunités de progrès. Le premier, c'est une meilleure visibilité. Parfois, les mécanismes sont complexes. J'ai compris que c'est la Commission qui est très exigeante de ce point de vue-là. La Commission également promeut une compétition entre les projets, comme quoi les meilleurs projets seraient retenus et pas les autres. Mais c'est un petit peu embêtant parce que notre feuille de route, elle repose sur les 16 sites, sur toutes les activités soumises à ETS. Donc, s'il y a plusieurs vitesses, ça peut compliquer le problème. On a besoin de compétition, mais on a besoin que les 16 sites de la chimie remplissent leur feuille de route. Et pour ça, il faut qu'ils aient accès à des aides. Donc ce mécanisme de compétition, on le comprend, mais il faudra qu'on essaye de le manager proprement. Les infrastructures, c'est très important aussi. On a cité les besoins d'électricité. Globalement, on aura besoin de réseaux CO2, on aura besoin de réseaux électriques. Donc voilà, réseau hydrogène, bien entendu. Voilà les principaux besoins ou les principaux besoins dont on a. J'arrête là parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Oui, tout à fait. On arrive presque au terme de cette table ronde, mais je voudrais encore poser une question à Thomas Courbe et à Bruno Millienne. Justement, donc, on le voit bien, donc, ce secteur de la chimie, quand même, il est confronté, on va dire, à des vents, vous avez parlé de vents, à des vents pas toujours faciles. Hein. Donc, il faut que l'État soit là pour préserver cette dynamique d'investissement, pour préserver donc, ce que le plan de relance a déjà mis en place. Est-ce que, d'après vous, aujourd'hui, on a encore assez de marge de manœuvre? Est-ce qu'on a ces conditions de financement, de compétitivité de l'électricité? Est-ce que c'est réuni aujourd'hui? Que peut faire l'État, quoi? Oui, je pense qu'on a besoin, pour réussir, d'activer 4 leviers. Le premier levier, c'est le levier du financement. J'ai évoqué tout à l'heure les financements mis en œuvre pour la décarbonation, mais en parallèle et de manière cohérente avec ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'on veut une décarbonation en même temps qu'une réindustrialisation. On a mis en œuvre pour la chimie beaucoup de financements aussi, globalement de compétitivité pendant le plan de relance. Donc là, effectivement, on a eu 80 projets qui étaient des projets de relocalisation, de numérisation de l'outil de production. On a des financements sur la chimie de demain. Par exemple, sur le biosourcé, on a une vingtaine de projets en cours sur la chimie biosourcée, sur les matériaux de batterie, par exemple. Et donc,
aussi toute la préparation des innovations dans la chimie, des productions pour les marchés à venir. On a aussi un dispositif qui marche très bien pour les startups de première usine. On a 3 startups de la chimie qui ont, dans ce cadre-là, lancé des premières usines qui vont commencer à produire des produits innovants. Donc ça, c'est la partie financement avec cet équilibre entre décarbonation et réindustrialisation. Le deuxième levier, c'est évidemment le levier réglementaire. Alors, je vais rassurer Alexandre sur notre mobilisation pour faire en sorte que le MACF délivre les résultats attendus. Et il reste du travail dans la négociation européenne, dans les textes détaillés du MACF pour faire en sorte que l'objectif soit bien atteint. Et ça passe y compris par des discussions à avoir sur l'aval, sur l'extension à l'aval ou la prise en compte de l'impact du MACF sur l'aval. C'est par exemple l'impact du MACF sur l'ammoniac et sur l'industrie des engrais. Et donc, soit on arrive à étendre la couverture du MACF, soit il faut d'autres dispositifs qui vont permettre de compenser cet effet. On a d'autres sujets réglementaires essentiels à traiter. Je n'en cite qu'un, c'est le sujet PFAS, qui va avoir évidemment un impact majeur sur l'industrie chimique et qu'on veut gérer dans la négociation européenne aussi de manière ordonnée, en commençant par justement donner de la visibilité sur le calendrier de travail, sur la manière de prioriser les différents produits entre eux, en ayant en tête en particulier, mais pas seulement, les produits les plus stratégiques pour justement cette réindustrialisation et l'industrie de 2030. Le troisième levier, c'est effectivement le levier énergétique. Et là, on a les ministres ont présenté le 14 novembre avec Luc Rémont, donc la nouvelle régulation de l'électricité. Je pense que c'est particulièrement important que l'industrie chimique se saisisse de toutes les étapes. La première étape très matérielle, c'est la consultation qui est en cours jusqu'au 20 décembre. Et je pense que c'est utile que l'industrie chimique réponde à cette consultation. On aura par ailleurs, ça avait été dit le 14 novembre, une clause de rendez-vous à 6 mois. Et donc évidemment, cette clause de rendez-vous... On en a parlé effectivement lors de la première table ronde. On la mettra en œuvre en lien avec l'industrie. Et puis il faut surtout, le plus important, c'est que l'industrie chimique se saisisse de cette nouvelle politique commerciale, des instruments de marché à 4-5 ans, des contrats d'allocation de production nucléaire, donc ces contrats de partenariat avec partage de risques, à la fois pour des industriels, il y a des industriels de la chimie qui en ce moment même discutent de ces contrats, mais aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, pour des plateformes comme Chalampé, qui est un bon exemple d'une possibilité de consortium pour bénéficier de ces contrats. Et ça, c'est vraiment important de s'en saisir maintenant de toute cette nouvelle politique commerciale. Et puis le quatrième et dernier levier, ça a été évoqué, c'est la défense commerciale. On voit dans la chimie actuellement un accroissement, alors pour les raisons indiquées par Alexandre, de contexte, notamment de coût de l'énergie à l'étranger, mais aussi des politiques de financement de certains grands États concurrents qui font qu'on voit arriver des produits chimiques à des prix extrêmement bas, anormalement bas. Et donc, on travaille avec beaucoup d'entre vous et je vous invite à prendre contact avec nous sur toutes les situations où vous constatez qu'il faudrait mobiliser la défense commerciale européenne. Il y a 2 conditions, évidemment, c'est de construire un dossier qui démontre la légitimité d'utiliser la défense commerciale et puis après la conviction de nos partenaires européens, ce qui n'est pas toujours le plus facile, mais on est très déterminés en tout cas à le faire. Alors pour conclure, Bruno Millienne, c'est à vous qui appartient la redoutable mission de conclure cette table ronde. On le sait, le projet de loi, et donc on en parlait à l'instant, il faut arriver à protéger les industriels. Le projet de loi Industrie verte, il a introduit des dispositifs pour faciliter le développement des chaînes de valeur critiques pour la transition énergétique. Mais finalement, au-delà de la mise en place de labels, il faut vraiment protéger les sites industriels par rapport, on le disait, à une concurrence qui est parfois, je veux dire, beaucoup moins vertueuse, entre guillemets, quoi. Oui, vous savez, je ne vais pas rappeler ce qui a été dit à la table ronde précédente, mais Alexandre l'a très bien dit. Enfin, il faut que l'Europe se rêve en puissance, en Europe-État, même si c'est une somme d'États. Il faut qu'on applique les clauses miroirs. Il y a un moment, il faut sortir de cette naïveté. Ça commence à prendre, mais il va falloir qu'on y aille plus fort. Parce qu'on pourra mettre tous les dispositifs qu'on veut en place au niveau national, que ce soit en France ou que ce soit en Allemagne d'ailleurs, parce qu'eux aussi travaillent là-dessus. S'il n'y a pas une vraie barrière de protection européenne, il y aura toujours des entrées possibles. Bon, on va commencer à le faire, il faut que ça s'accélère. On a quand même noté depuis la crise Covid une moins grande naïveté de l'Europe
et un petit peu plus de pragmatisme et de réalisme. Et ça, c'est important, il faut qu'on y aille. Après, ce qu'on peut faire, nous, au niveau national, on essaye de le faire avec nos moyens. Ça ne va peut-être pas concerner tous les grands groupes, mais il faut entraîner toutes les entreprises dans l'aventure de cette transition. Il y a, vous le savez, la Banque de France qui travaille sur un indicateur climat pour favoriser effectivement les investissements étrangers au niveau de l'entreprise, avec un indicateur climat qui tient la route de manière à pouvoir certifier aux investisseurs que l'investissement qu'ils vont faire est vraiment vert, parce qu'aujourd'hui c'est un problème avec la multiplication des normes. Vous ne savez jamais vraiment si vous allez vraiment investir sur une industrie verte ou sur un process vert. Il y a l'autre face de la pièce, si je puis dire, sur lequel on est en train de travailler, dont on n'a pas encore les impacts, je vais être très honnête avec vous, mais qui se veut être un référentiel, parce qu'il y a trop de normes environnementales, donc ça pose un problème, notamment sur la commande publique, mais aussi sur la commande privée. Comment distinguer dans un appel d'offres celui qui est plus vert qu'un autre à produit égal? C'est assez compliqué pour les acheteurs, qu'ils soient privés ou publics. Donc on va essayer de mettre en place un référentiel qui va regrouper les 30 normes. Ce n'est pas une nouvelle norme, hein. C'est 30 normes les plus signifiantes au niveau européen pour essayer de délaguer un petit peu cette foultitude de normes, avec effectivement des coefficients de pondération qui vont donner en premier lieu beaucoup de points et beaucoup d'avantages à notre mix énergétique, puisque c'est celui sur lequel on travaille. Or, le mix énergétique utilisé par nos entreprises, par nos industriels, sur leurs sites de production et sur leurs process industriels, aujourd'hui, n'est pas valorisé, n'est pas pris en compte et n'est pas valorisé. Et puis après, on verra, l'accompagnement, il doit se faire en fonction de la taille des entreprises, des filières et des besoins de décarbonation. Donc, il y a des facteurs de pondération à faire. L'AFNOR travaille dessus en ce moment. Et puis, on va essayer d'avancer comme ça. Et c'est beaucoup de travail, encore une fois, de construction avec les entreprises, avec France Industrie aussi, puisqu'on a beaucoup parlé avec Alexandre de tout ça. L'idée, c'est d'arriver à mettre en place avec vous tous les outils possibles, du plus petit au plus important, ceux qui sont déclenchés par l'État. On les a vus, hein, les grosses subventions, mais du plus petit au plus important pour entraîner tout le pays dedans, avec, évidemment, et malheureusement, comme préalable, ce réveil de l'Europe par rapport à sa naïveté initiale. Vous savez, je vais vous raconter l'anecdote. Lors de mon premier mandat, un journaliste me disait « Mais comment on réussit la transition écologique rapidement ?» Je lui disais « Vous voulez réussir la transition écologique rapidement ? Vivez en dictature. Le jour où la Chine appuiera sur le bouton, ils mettront 5 ans à le faire. Là où nous sommes en démocratie, et tant mieux. Mais il faut entraîner les acteurs avec nous. La Chine a un avantage, c'est qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, tout le monde marche comme un seul homme. Malgré tout, ce modèle-là, je n'en veux pas pour mon pays. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci, on peut les applaudir.